Saint-Gratien. Stevie à Dijon. Bon, Stevie, Antoine, Estelle, Stevie, Antoine et Saint-Gratien. Merci. C'est bon? Ok. Peut-être fermer là? Là, il y a non, une des deux, parce que là, il y a un courant d'air. Impressionnant, hein? Bonjour. Allez, on y va? Vous êtes prêts? Alors, juste je regarde si c'est bon, hein, la technique. C'est retransmis, là, ça passe. Oui, ok, super. Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de voir cet amphi rempli d'alumni et d'élèves de Ferrandi Paris Campus de Bordeaux. Donc, je vais rapidement me présenter et ensuite je laisserai la parole aux intervenants et le déroulé de cette table ronde. Donc, je suis Marie-Pascale Aragon et j'anime avec grand bonheur la communauté des Ferrandiens, donc des alumni au niveau national et international. Voilà pour moi. Je voulais remercier ce soir nos intervenants, mais aussi la direction du campus Paris-Bordeaux avec qui j'ai collaboré pour mettre en place cette table ronde. C'est le premier événement de Ferrandi Alumni sur le campus de Bordeaux. On a la chance d'avoir une super équipe à la technique qui va nous permettre d'enregistrer cette table ronde et donc d'avoir un replay sur le site de ferrandialumni.fr, mais aussi une retransmission directe avec tous les autres campus, c'est-à-dire Paris, Rennes, Saint-Gratien et Dijon, à qui on dit bonjour d'ailleurs. Alors, le déroulé de la table ronde aujourd'hui, je vais poser quelques questions aux intervenants. On en a 3 qui sont avec nous on-site, comme on dit en anglais, en présentiel, et une personne, Jarvis Scott, qui, hélas, n'est pas avec nous ce soir, mais qui est en visio de Trouville-sur-Mer. Et donc, je vais leur poser un certain nombre de questions. Et si vous voulez bien, je vous laisserai la parole dans 45 minutes à peu près pour que vous ayez la chance d'échanger avec eux en direct. Donc, ce soir, nous avons la chance d'avoir Margot Laplane qui a ouvert, bonjour, il y a un micro là, qui a ouvert son concept de restauration à Bordeaux. C'est une ancienne de votre campus de Bordeaux et qui a ouvert Le Vin. Alors, Le Vin en 2 mots et Le Vin en 1 mot. Ensuite, nous avons l'équipe qui normalement sont 3, mais aujourd'hui ils vont être 2. On a Carolina, pardon, le nom de famille, Paradiso, pardon, oui. Et ensuite, on a Maxime Gourgue qui ont ouvert un concept à Bordeaux qui s'appelle Testa Dura Pizza. Et en visio, nous avons Jarvis Scott qui a ouvert un restaurant à Trouville-sur-Mer qui s'appelle Turbulent. Voilà, donc merci en tous les cas à tous d'être là. Si vous voulez bien, on commence cette table ronde. Et donc, nous avons choisi d'explorer ce soir la thématique suivante, parcours de jeunes Ferrandiens qui ont ouvert leur propre concept de restauration. Alors, qui veut prendre la parole pour se présenter, se donner la promo de laquelle vous êtes sorti, votre parcours scolaire, le nom à nouveau de votre concept, la date d'ouverture et le nombre de salariés? Qui veut commencer? On commence. Je veux bien. Alors, vas-y. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Maxime Gourgue, j'ai 25 ans, je suis de la promotion avec Carolina 2020. On a eu le diplôme donc de Ferrandi, art culinaire et entrepreneuriat, option cuisine. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui. Si. Et on a ouvert donc notre restaurant le 28 septembre et 2024. Oui. Pardon. Oui, donc il y a tout juste 2 mois et demi, et nous avons un salarié. Donc
Donc en tout, vous êtes C'est moi en plus, donc donc on est trois associés et donc moi en salarié. Voilà. d'accord, très bien. Peut-être Carolina va prendre la parole pour parler de son parcours. Ben, moi, pareil que Maxime, même promo, en cuisine aussi. Et voilà, je suis co-gérante avec Hugo de la Testadora et on est associé avec Maxime depuis 3 mois. Très bien. Margot, si vous voulez vous présenter. Bonjour, donc, je m'appelle Margot Laplane, j'ai 28 ans, on m'entend mieux comme ça? Ouais, yes. Du coup, j'ai 28 ans, j'ai ouvert le vin le 9 juin 2022, donc il y a 2 ans et demi et j'ai pas de salarié. J'ai eu une apprentie pendant 1 an, mais je suis toute seule. Je trouve ça cool. Voilà. Quelle promotion, Ferrandi Je fais partie de la première promotion, donc on a été diplômés en 2017, rentrés en 2014. Voilà. Comment ça s'appelle? Bachelor restaurateur, non, c'est art culinaire et entrepreneuriat, option cuisine. Très bien, merci. Et donc, Jarvis Scott, à vous la parole. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez vous présenter? Jarvis Scott, qui est issu de la promo 2020. Pardon? D'accord. Alors, Jarvis Scott est issu de la promotion 2020, la même que Carolina et Maxime. Il est passé par Top Chef et il a ouvert depuis peu, donc Turbulent, un restaurant dans le Calvados, donc à Trouville-sur-Mer. Est-ce qu'on attend un petit peu qu'il se connecte ou non, on avance? On avance. OK. Alors, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a inspiré à ouvrir votre propre concept de restauration? Ou plus exactement, quelle en a été la genèse? Je peux prendre la parole. Allez. Donc tout simplement, je pense, le premier point, c'est d'avoir un vrai chez nous. On peut accueillir tout le monde dans notre restaurant, d'être maître de ce qu'on fait, de ce qu'on sert. Voilà. Ensuite, au vu de toutes nos expériences, je pense, on a voulu s'engager dans quelque chose d'assez bien. On était dans l'entrepreneuriat, quoi, tout simplement. Si on parle de notre cas avec Carolina, Carolina et Hugo ont été à Copenhague, à Barcelone, ils ont eu pas mal d'expérience dans de gros restaurants. Et depuis un moment, ils voulaient ouvrir un restaurant, que ce soit une pizzeria d'ailleurs ou autre. Hein. C'était pas forcément une pizzeria dès le début, il faut le savoir. C'était plutôt forcément d'être un bistrot, quelque chose d'un peu plus gastro. Mais au final, on revient à l'essentiel, quoi. Donc la genèse, c'est un peu ça. Ça mûrit, ça a mûri en fait au fil des années. Moi, je me suis inscrit dans cette association, pardon, au fil du temps, quoi. On était amis depuis l'école et on s'est dit, ben là, c'est le bon moment, je pense, pour se lancer. Ça faisait 1 an qu'ils cherchaient un local à Bordeaux, donc c'est pas évident de trouver ça. Au niveau des prix, le marché qui est compliqué aussi, l'emplacement qui est très, très, très important pour quelque chose, surtout à Bordeaux. Donc voilà, et ça fait, je pense, eux, ça fait longtemps qu'ils y pensent, à ça. Et moi, je me suis inscrit là-dedans depuis, on va dire, 1 an dans les têtes, quoi. Même si on savait qu'on voulait travailler ensemble plus tard, voilà, on savait pertinemment qu'on voulait travailler ensemble, peut-être pas en tant qu'associé, mais au final, c'est 0 regret, donc tant mieux. Voilà la genèse du projet. Et Carolina, vous êtes dans la même lignée. Vous avez commencé à 2 et donc Maxime s'est greffé à cette idée d'ouvrir ce concept. Ben, oui, on était à 2 puisque, bah, du coup, Hugo et moi, on est ensemble et que l'idée de faire ce qu'on voulait, enfin, ça a été super toutes les expériences qu'on a faites, mais au bout d'un moment, on voulait faire ce qu'on voulait nous, quoi, tous les 2. Et on avait besoin de quelqu'un de confiance avec nous. Et on n'a pas réfléchi très longtemps. Enfin, Maxime, on connaissait depuis un bon moment. On savait que c'était un trio qui pouvait potentiellement très bien marcher.
Et voilà, et ensuite, au fil du temps, à force de visiter, de se renseigner sur le marché, sur, ce que c'est que d'ouvrir un restaurant et cetera, ça nous a amenés à la pizzeria. C'était quelque chose auquel on avait pensé depuis un moment, mais on pensait pas que ce serait notre première affaire, entre guillemets, et finalement ça l'est et c'est super, c'est bien. D'accord, merci. Margot, alors la genèse de votre concept. Alors, la genèse du concept, eh bien, déjà, j'avais envie d'ouvrir un restaurant depuis que je suis gamine à peu près, parce que je trouve que ça réunit tout ce que j'aime faire dans la vie, beaucoup de métiers différents que vous avez l'occasion d'apprendre actuellement. Et donc après l'école, j'ai travaillé dans différents restaurants parce que je considère que pour monter un établissement, il faut être capable de mener à bien tous les métiers qui s'y réfèrent. Et ensuite, j'ai fait la rencontre de Christophe à Paris, qui a un Le Vin, parce que c'est une licence de marque en fait. Et j'ai appris le concept, il m'a appris à faire du pain et j'ai développé le concept ensuite sur Bordeaux selon mon interprétation de celui-ci. Voilà. Un petit peu plus sur le concept, en quoi il Oui, consiste. pardon. Du coup, Le Vin, l'idée, c'est de réunir les produits issus d'une fermentation naturelle, donc le pain 100% levain maison, évidemment, avec des farines bio sur meule de pierre, qui sert de base pour la restauration du midi et du soir. Donc le midi, je fais des sandwichs salades, et le soir, je fais des planches, bar à vin, tartinades, accompagnées de vin, biologie en méthode biologie, biodynamie nature, un petit peu de conventionnel aussi. L'idée, c'est que ça puisse plaire à tout le monde, de la même façon que je fais des sandwichs vegan, végé. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse se rassembler, passer un bon moment autour de produits simples, mais bien travaillés. Très bien, merci. Alors, quand on parle d'être entrepreneur comme vous l'êtes à votre âge, vous êtes de jeunes entrepreneurs, on doit parler finances. Comment vous avez financé ce beau projet? Alors comment on l'a financé? Tout simplement, sans rentrer dans les détails, on a tous mis, une part de nous, donc il y a une part de Carolina, une part de Hugo, une part de moi, et on a fait donc un prêt aussi à la banque, qui était nécessaire, pour le début D'accord. et pour la continuité d'ailleurs aussi. Et aller voir les banques, ça a été? Ça a été, oui, non, ça a été, sur le papier, on avait quelque chose, qui était, on va pas dire prometteur, mais qui était solide, quoi. Donc, Viable. voilà, qui était viable Ouais. pour eux, pour nous aussi, hein, mais surtout pour eux, il fallait les convaincre. Donc, non, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de couac à proprement dit, donc ça allait. Assez facile. Alors pas facile non plus, hein, faut pas on s'est pas levé en se disant: «Tiens, je vais à la banque, c'est bon, j'ouvre un resto». Non, non, pas facile du tout, mais voilà, il faut le faire. Tant qu'on le fait pas, on peut pas savoir, donc on l'a fait, on a été accepté, donc tant mieux. D'accord. Alors vous, Margot, vous avez eu un autre chemin pour monter votre concept. Oui, en termes de financement, ça n'a pas été évident, parce que quand je me suis lancée dans le projet, c'était juste après Covid. Donc moi, j'étais au chômage, j'étais clairement pauvre. Et donc j'ai fait la connaissance de Christophe et j'ai aussi accepté de monter le concept sur Bordeaux parce qu'il m'a prêté une part des fonds, enfin un petit billet pour commencer, histoire de ne pas avoir rien. Ensuite, j'ai fait un financement participatif, un crowdfunding. Donc, j'ai fait une vidéo où je racontais le projet, pourquoi ce serait super de m'aider à le monter. J'ai récolté à peu près 4 280 € dessus, moins la commission, donc ça fait un petit peu moins. En combien de temps? En 3 mois, à peu près. Si je ne me trompe pas, ça remonte un petit peu maintenant. En à peu près 3 mois. Ensuite, je me suis fait accompagner par la Chambre des métiers et de l'artisanat. J'ai fait une demande de prêt d'honneur où j'ai pu récupérer à peu près 8 000 €. Ensuite, j'ai fait une demande de subvention territoriale où j'ai pu récupérer après 5 000 €. Ensuite, j'ai fait un emprunt à la banque que j'ai trouvé insuffisant. Donc, je suis allée leur demander plus. Ils m'ont dit oui. Je suis allée redemander plus. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit par contre, c'est la dernière fois. J'ai dit d'accord. Du coup, j'ai monté le projet et ensuite, ça a commencé à être toutes les inflations, la guerre, la montée des matières premières en termes de prix. Moi, j'étais dans les travaux, donc j'avais fait également un crédit bail, j'ai oublié de le dire. C'est une autre façon de financer du matériel et du coup, je suis retournée voir la banque 6 mois plus tard, une fois qu'ils m'avaient financé et je leur ai dit: «Bah, je voudrais que vous me rachetiez des machines pour refaire un crédit bail» et ils m'ont dit: «OK» et voilà.
je suis partie comme ça pour réussir à monter ce projet. D'accord. Alors, on a parlé de l'emplacement tout à l'heure pour l'équipe de Carolina, mais vous êtes situé où à Bordeaux? Moi, je suis rue de la Rousselle, à côté de la Porte de Bourgogne, vraiment quasiment collée au bas du cours Victor Hugo. Donc, dans un quartier qui est plutôt en devenir, parce que je suis le premier commerce de bouche de la rue. Et c'était mon souhait. Déjà, j'avais pas les moyens de me mettre en plein centre-ville. Et puis, je suis tombée amoureuse du lieu en rentrant dans le local qui était complètement brut de béton. Il y avait ni sol, ni plafond, ni électricité, ni plomberie. Il fallait faire que ça devienne un établissement qui reçoit du public. Beaucoup d'administratifs derrière, un vrai plaisir. Et voilà. Très bien. Alors que vous, le lieu que vous avez trouvé était auparavant? Oui, nous, il y avait déjà une pizzeria, enfin une chaîne de pizzeria qui était. D'où d'ailleurs le concept, hein, il y avait le four à bois. Donc nous, nos pizzas sont au four à bois, donc forcément, ça a poussé sur la pizzeria. Mais c'était un Basilic & Co. Je sais pas si ça parle à certains. Oui. Commandez plus là-bas, par contre. Et donc voilà, c'était ça avant. Donc forcément, il y avait un restaurant. Bon, pareil, c'était très terne, c'était noir, il n'y avait pas de bar. On a dû aussi tout créer de A à Z, quoi. Même si l'ossature du restaurant est là, il n'y a pas tout qui est exploité. On a trouvé une cave, en fait, qui fait 15 mètres de long, qui n'était pas exploitée depuis 7 ans. Juste, il marchait sur des déchets. Donc tout ça, pareil, voilà, ça faisait un très bel endroit à en devenir, ça c'est sûr. Mais pareil, il y avait du potentiel, ouais, exactement. Hugo et Carolina, ils ont eu l'œil sur ça et ils se sont dit, tiens là, on peut faire quelque chose de bien et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Alors, quand on est entrepreneur, on a des rêves, des envies et quand on s'y met, quand on s'y lance, on a parfois des surprises, voire des difficultés. Lesquelles avez-vous rencontrées, si vous en avez eu, bien sûr? Carolina? Je pense que nous, le plus dur, puisque, on voulait pas dépenser trop d'argent, on a décidé de faire tous les travaux nous-mêmes et ça a été vraiment les 2 premières semaines quand ils nous ont passé les clés et qu'on est arrivés, on a dit: «OK, on fait quoi?» Là, c'était dur. C'était dur, physiquement, mentalement parce qu'il a fallu, casser des trucs, mais on savait pas trop où on allait et on a eu de la chance, on a croisé des gens qui nous ont beaucoup aidés. Donc voilà, ça c'était vraiment, le plus dur et on avait surtout une deadline, puisque toujours pareil, on voulait pas dépenser trop d'argent, mais qu'il y avait un loyer à payer. Donc on s'était fixé 2 mois et donc il a fallu être très, très rapide et hem et 2 mois de travaux plus penser le restaurant, le projet, les prix, les cartes, s'entraîner aussi à faire de la pizza puisque, ça fait pas, enfin voilà, on n'a jamais bossé dans une pizzeria ou quoi avant. Donc ça, c'était vraiment, le plus dur, je pense et après on a fait quelques petites bêtises, d'achat et cetera, mais ça Des erreurs de des jeunesse? petites erreurs, voilà quoi. Mais rien de Donc 2 mois de travaux intenses 2 mois de pour travaux. ouvrir à une date précise, pour Ouais. pas avoir trop d'échéanciers et de On a eu loyers à les payer. clés le 17 juillet et on a ouvert le 29 septembre? 28? 28 septembre 2024. Voilà, donc c'était super, mais en fait, on travaillait autant que quand le restaurant est ouvert, quoi. Les D'accord. travaux. Margot, des difficultés ou des surprises? Alors les difficultés et les surprises, il y en a eu un paquet. Déjà les toutes premières ont été, tout ce qui est, administration, faire face à l'administration, aux délais, aux prix à payer, au fait de leur demander de faire le travail le plus gentiment possible pour qu'il soit réalisé et qu'on puisse ouvrir. Pour que ça devienne un établissement qui reçoit du public, pour avoir droit à une terrasse, pour avoir droit à une devanture, pour avoir droit à des enseignes, pour avoir droit à une place de parking, pour avoir droit à une licence, pour avoir droit à absolument énormément de choses. Ça m'a pris 8 mois. 8 mois de délai. Donc ça a été, très éprouvant puisque du coup, en ouvrant, j'étais déjà un petit peu, agacée, si je puis dire. Ensuite, il y a eu à peu près 4 mois de travaux puisque du coup, il a fallu tout faire. Où, pareil, j'avais un budget, assez serré, donc je me suis pas mal débrouillée. J'ai pas fait les travaux, hein, je fais pas de maçonnerie non plus, mais je suis pas électricienne.
Mais il a fallu faire les plans des travaux avec tout le matériel, donc mettre un nez dans l'électricité, mettre un nez dans la plomberie pour comprendre où sont les sorties d'eau, où sont les prises, comment est-ce que je fais pour que ça ressemble à un restaurant, en fait, quand les clients rentreront dedans, sachant que c'était des murs de béton et point. Donc il a fallu vraiment penser à tout ça, tout dessiner. Et ça n'a pas été évident. Mettre en place aussi l'électricité parce que j'avais pas de compteur électrique, c'était un compteur de chantier. Je ne sais pas si ça vous parle énormément, mais il a fallu faire installer des fusibles, mettre un triphasé. Là, c'est pareil, c'est Enedis, c'est EDF. J'ai eu des fusibles qui ont sauté, j'ai eu une carte mère qui a sauté. Voilà, beaucoup d'éléments qui ont été compliqués et qui ont mis beaucoup de temps. Voilà. On n'a pas parlé de la surface. Vous avez combien de surface, Margot? Moi, j'ai 67 mètres carrés de surface commerciale en rez-de-chaussée. J'ai à peu près 11 mètres carrés de terrasse et j'ai 75 mètres carrés de cave au sous-sol qui n'est pas encore exploité, mais la cave est enfin assainie parce que c'était un tas de boue quand j'ai visité à la base, puis il y a eu des travaux. Et donc, elle est enfin assainie et elle sera exploitable d'ici 6 mois à peu près, je dirais. Et vous? Quelle surface avez-vous? Nous, je crois qu'on a à peu près 250 mètres carrés de surface, plus la cave en dessous, avec un étage. Donc, court. Avec une terrasse. Et vous êtes 3. Ça fait pratiquement 100 mètres carrés chacun avec la terrasse à gérer. Ouais. Combien de couverts? On de plus en plus. Mais je crois qu'en double service, maintenant, on fait genre 50 couverts. À peu près. Et bonsoir. Et Margot, parce que vous ne faites pas que la restauration, vous vendez aussi le pain que vous créez sur place. Comment c'est équilibré, hein? Et combien de couverts vous faites? Alors, ça dépend des jours, c'est très aléatoire parce que du coup, je fais de la vente à emporter et de la vente sur place. Et donc, la même clientèle peut venir prendre une planche et une bouteille de vin le soir ou alors prendre de la charcuterie emportée et du vin emporté pour faire l'apéro chez eux. Et sandwich, pareil, ça peut être sur place le midi ou à emporter. Donc, j'admets que en moyenne, je dirais que je sais pas vraiment en fait. J'admets que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Donc, je ne sais pas répondre tout à fait. Je dirais que c'est équilibré entre la vente à emporter et la vente sur place à 50-50. Mais c'est surtout, en termes de chiffres, c'est surtout la restauration planche vin qui est le plus élevé. Mais ce n'est pas le plus élevé en termes de nombre de personnes, du coup. Voilà. Quel a été, depuis l'ouverture, le moment le plus gratifiant? Je pense que peut-être ça parle à pas mal de gens ici, mais on est rentré dans le fooding 1 mois et demi après notre ouverture. Donc, pour nous, à ce moment-là, c'était gratifiant. Ouais, c'était très gratifiant. On a eu aussi, à la bonne surprise, la une du Sud-Ouest de viande. Oui, mais je suis content. Moi, c'est un rêve de gosse, ça, en fait. Mais non, on a eu ça aussi, donc c'était une très belle surprise également. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le fooding pour ceux pardon, qui oui. éventuellement ne savent Le fooding, en mes mots, hein, c'est un guide culinaire, un magazine culinaire qui est de gastronomie, mais qui englobe pas que le gastro, pas que l'étoilé, qui englobe les bonnes adresses d'une ville, en particularité en France et maintenant en Belgique d'ailleurs. Je fais la promotion du fooding, je suis en train de me rendre compte. Et en fait, voilà, les bonnes adresses, les commerces, les bars, les restaurants, les pizzerias. Je crois qu'on est la première pizzeria à Bordeaux qui est dans le fooding, ou une des premières, je pense. Et les chambres d'hôtel, voilà, toutes les bonnes adresses que en fait, les guides s'amusent à tester et à approuver. Donc, c'est ça qui vous a le plus marqué. Maxime, peut-être Caroline, c'est la même chose ou Carolina, pardon? Ouais, je crois que c'est pareil parce que quand on s'est mis à faire de la pizza, on a un peu fait une croix sur certaines, comment dire? Sur certaines valorisations, enfin sur plein de choses que des restaurants ou des bistrots peuvent avoir. Et en fait, au final, non, parce que c'était hyper gratifiant d'être dans le fooding. Ça veut dire qu'en fait, même si on fait de la pizza, il y a vraiment une reconnaissance sur ce qu'on fait et on cuisine, quoi. C'est pas, donc voilà, ouais, ça, c'était vraiment, je pense que c'était un des meilleurs moments et la soirée d'ouverture aussi, c'était quelque chose. Le jour où vous avez ouvert. Ouais, c'était pas mal.
D'accord. Mais pour que votre pizzeria soit dans le magazine Fooding, qu'est-ce qui en fait sa particularité? Vous avez quelque chose de différent, dites-nous. Nous, je pense que ce qui fait notre différence et ce qu'on a choisi, c'est, de faire donc de la pizza au levain et farine de blé ancien, voilà. Mais Je c'est bien rejoins. ça. Oui. Du coup, voilà, donc ça, c'était notre choix, qui a été une petite difficulté au départ et qui l'est toujours parce que c'est des fermentations qui sont un peu différentes et c'est des pâtes qui sont très, très fragiles. Donc je pense que le geste du pizzaiolo de base, il n'est pas, forcément prévu à, ce type de pâte, mais finalement ça s'adapte très bien et il faut juste être un peu plus délicat et voilà, donc ça, je pense que c'est ce qui fait en partie notre différence. Après, on fait aussi, beaucoup, de glace maison. Donc on fait toutes les glaces nous-mêmes. Pour les sorbets, fruits bruts, on n'utilise pas de purée pour l'instant. On essaye vraiment de rester, ouais, naturel au possible et ensuite, voilà, on a essayé de créer un espace qui ressemble un peu à une maison finalement. Ça ressemble un peu à nos apparts, réunis. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait un peu la différence. D'accord. Donc, soirée d'ouverture pour vous, être dans le Fooding et le journal local. Et vous, Margot? Plus gratifiant depuis l'ouverture? Le plus gratifiant depuis l'ouverture, j'ai une anecdote qui m'a le plus marqué, qui m'est arrivée 2-3 fois. C'est des moments où je fais mon pain le matin et je suis fermée et j'ai des clients qui passent la tête juste pour me dire, «Au fait, j'ai mangé un de vos sandwichs hier et c'était le meilleur sandwich que j'avais mangé et c'est vraiment hyper bon». Et du coup, je commence ma journée et je suis même pas encore ouverte et on m'a déjà dit ça et je me dis: «La personne a quand même pris de son temps pour passer devant, pour passer la tête et juste pour me dire ça» et je me dis: «OK, je sais pourquoi je fais ce métier et quelle que soit la façon dont va se passer ma journée, ce sera une bonne journée». Donc ça, c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai et après ça a été également très gratifiant, d'être, alors moi je vais l'être en 2025 là dans le footing, j'attends le petit, fascicule et je suis dans le Lonely Planet aussi, donc ça c'est très gratifiant et notamment parce qu'un point, très important je trouve à amener dessus, c'est que ce sont des guides qui passent, à l'aveugle en fait. Ils ne demandent pas à être rémunérés, donc voilà, c'est quand même une petite différence. D'accord. Oui. Donc, belle revanche du client, donc, qui vous salue et vous remercie. Alors, vous faites partie de la nouvelle génération, on va dire, des restaurateurs. Est-ce que vous utilisez et si oui, comment, les réseaux sociaux? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous êtes à fond dessus? Comment vous voyez, cette relation avec, votre business et les réseaux sociaux? Alors les réseaux sociaux, on sait que c'est un point majoritaire, dans l'ouverture d'un restaurant et aussi dans la vie d'un restaurant. Alors nous, avec, Hugo et Carolina, on les utilise, principalement Instagram. Mais on va pas se mentir, c'est pas notre passion. On a un de nos proches, qui nous aide, qui, le fait avec nous aussi. Je sais qu'on les utilise pas à 100 pour l'instant, on veut être en fait maître. On va être maître, de nos réseaux sociaux, en fait. Donc du coup, on fait calme, on fait pas trop, on n'est pas trop, le terme putaclic, quoi. On n'est pas trop sur tous les écrans, sur tous les réseaux. Heu, on fait un peu ce qu'on sait faire, on le fait bien. On verra au plus tard si on veut un peu grandir, sur ce point-là. Mais oui, on l'utilise, bien. Après, les spécialistes des réseaux sociaux nous diront que n'en fait pas assez, qu'on pourrait essayer d'être sur TikTok, qu'on pourrait être sur, ça on le sait qu'une vidéo à 2 millions comme ça peut péter et là c'est bon, hein, c'est parti pour les prochains mois. Mais pour l'instant, c'est pas forcément, notre, point de vue. Être un peu partout. On se concentre sur ça, sur ce canal-là, Instagram et heu et le bouche à oreille pour nous, c'est le plus important, aussi. D'accord. Carolina, des choses à rajouter par rapport à ça? Si, Maxime, il a bien résumé. On veut pour l'instant être maître, des gens qui nous suivent. Enfin, on n'a pas envie d'attirer, enfin, on a envie que les gens, quand ils viennent, ils comprennent un peu, ce qu'on fait et c'est vraiment hyper important pour nous. Donc on a décidé pour l'instant, de rester, calme et tranquille. On poste un petit peu, quand on a envie
et quand on a des vidéos ou des photos qui nous plaisent ou vraiment des choses à dire, qu'on organise des petites soirées, des choses comme ça. Mais c'est sûr que c'est très important et je pense que, enfin, oui, Instagram, Google Maps, mais on pourrait y être un peu plus, c'est sûr. Mais voilà. Et vous, Margot? Alors, les réseaux sociaux, pardon. Les réseaux sociaux, pour être très honnête, c'est pas du tout mon truc. Je suis pas du tout technologie, téléphone, photo. Je prends une photo, elles sont floues et j'y passe 10 minutes et j'ouvre sans cesse d'autres applications en même temps. C'est vraiment, ça marche pas. Donc au début, je l'ai un petit peu négligé. J'ai fonctionné que bouche à oreille et à mon grand dam, ce n'est pas bien puisque c'est très utile les réseaux aujourd'hui. Donc je m'y mets, j'essaie de prendre des photos, de poster. Et j'admets que ça me demande beaucoup d'efforts et de patience. Mais bon, je sais qu'il ne faut pas les négliger parce que ça sert énormément aujourd'hui, malheureusement pour moi. Alors, on va revenir sur l'expérience client. Qui veut prendre la parole? J'aurai la question suivante. Quelle importance vous accordez à l'expérience client et Alors, on y accorde une importance maximale. Je ne veux pas être plus clair. Pour nous, on gagne de l'argent et on se fait plaisir parce qu'on fait plaisir. Donc, du coup, le client, même si c'est client roi, mais à l'expérience client, vraiment, on apporte une précision chirurgicale, quoi. Il faut qu'on soit au max tout le temps. Il faut que la personne qui vient de manger chez nous ressorte soit contente ou soit qu'elle comprenne ce qu'on fait, même si elle n'aime pas, qu'elle comprenne aussi et qu'elle en sort d'un aspect positif. Il ne faut pas qu'ils en sortent d'un aspect péjoratif. Mais pour nous, c'est très très important. Moi qui suis en contact direct avec eux, c'est très 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 important. Mais ça, on l'a appris à l'école, mais c'est aussi dans la nature de chacun. C'est-à-dire que on a envie de faire passer de bons moments aux gens. S'ils viennent au restaurant, c'est pour se détendre et pour passer des bons moments. Il faut que ça soit le cas. Il ne faut pas que ce soit l'inverse. Et si c'est l'inverse, il faut proposer une solution pour pallier à ça, quoi. Mais il faut toujours qu'ils sortent du restaurant en ayant un avis positif, ou du moins qu'ils comprennent ce qu'on fait, même s'ils n'aiment pas le produit brut. Voilà. Margot, quelque chose à rajouter sur l'expérience client chez vous? Je suis plutôt très d'accord, hein. Quand on ouvre ce genre d'établissement, c'est parce qu'on aime les gens et on a envie de leur partager au travers de notre passion, qui est donc la nourriture. Et donc c'est pareil, l'expérience client, c'est quand même le b.a.-ba de ce type d'établissement. On accueille le public, hein, donc il faut que ça se passe bien. Et moi, le maître mot dedans, je dirais que c'est je souhaite que chaque personne qui passe le seuil de ma porte ressorte en ayant le sourire. Quel que soit ce qu'elle est venue chercher, le temps qu'elle y passe, je veux qu'elle sorte de chez moi et qu'elle ait le smile. Voilà. Alors, si vous deviez recommencer, est-ce que vous feriez de la même façon? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Très bonne question. Merci. Vous posez des bonnes questions. Est-ce que si on devait recommencer, est-ce qu'on ferait pareil? Comment? Oui, il y a forcément des choses qu'on changerait. Je pense que l'ordre, en fait, vu que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une excuse, mais vu on s'est mis une deadline très rapidement, on n'a pas trop eu de temps de tout organiser et d'être vraiment dans l'ordre. Si je dois citer les travaux, rien que les travaux, on a fait un peu dans le désordre, quoi. Faire des murs avant le plafond ou le sol avant les. Enfin, c'était un peu. On était un peu dans le jus, quoi. Donc, mais ouais, on changerait, je pense, l'organisation d'avant ouverture. Pareil pour la réflexion sur la carte et sur la clientèle, tout ça, on s'y est mis, je pense, trop tardivement. Non pas qu'on ne voulait pas, mais non pas qu'on ne pouvait pas trop non plus être partout à la fois, même si on est trois et c'est une force. Mais ouais, je pense, l'organisation des travaux et de la mise en place du restaurant qu'on changerait. Mais comment on l'a fait, au vu là de comment est le restaurant maintenant, je pense que ça, on ne changerait pas. Vous êtes fiers. Ah, mais il faut être fier, c'est évident. Et je pense que Margot l'est tout autant. Nous, oui, oui, c'est sûr. Pour l'instant, on est fiers. Les gens nous le rendent bien. Donc, tant qu'ils comprennent et qu'ils nous le rendent bien, on peut être que fiers. Et que nos proches aussi valident, ça c'est important.
Margot, c'était à refaire. Si c'était à refaire, je ferais différemment sur certains points. Je pense que comment dire ça? Je souhaiterais ouvrir en essayant moins, revivre un petit peu tout ça, en essayant moins d'être parfaitement dans les clous et en omettant quelques points administratifs qui parfois peuvent être fort oubliés. Je pense que c'est pas très gênant et ça fait gagner du temps. Donc ça, je le ferai différemment. Mais en même temps, je le ferai différemment parce que je l'ai vécu comme ça. Et qu'il n'y a que en vivant les choses de façon pas évidente qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on peut les faire autrement et pourquoi est-ce qu'on les ferait différemment. Et on les refera du coup jamais de la même façon. Mais c'est le meilleur apprentissage qui soit, je trouve. Très bien, merci. Alors, vous êtes tous issus de Ferrandi. Dans la salle, il y a sûrement des élèves qui ont envie de monter leur propre concept. Quel conseil vous donneriez à ces étudiants proches de l'ouverture ou en tous les cas de monter un concept de restauration? Quel conseil vous donneriez, Carolina? Moi, je vais donner un conseil qu'on m'a beaucoup donné. C'est de rester calme, de prendre son temps. Nous, avec Hugo, on était à 2000 à l'heure et au final, en fait, on trouvait pas ce qu'on voulait, on n'était peut-être pas assez posé sur notre projet. Et en fait, du jour où on s'est un peu calmé et qu'on a peut-être commencé à réfléchir, tout s'est éclairci et on a fini par trouver. Donc, rester calme, être bien concentré, faut pas se précipiter, ça sert à rien parce que ça peut vite être des projets. Enfin, bon, je vais être très, très honnête. Nous, on a visité beaucoup de restaurants qui n'allaient pas bien. Et franchement, je pense que les gens travaillent énormément. Et c'était dur de les voir. Enfin, quand on voit les bilans, c'est dur, quoi. Tu te dis vraiment que les gens, ils sont dans une très mauvaise situation. Et nous, on voulait pas se mettre dans ce genre de situation. Donc, il faut rester calme, bien penser son projet. Et de toute façon, des affaires, il y en a plein. Et si ça vous passe sous le nez, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses. Donc vraiment, voilà, restez calme, concentré. Maxime, tu rajoutes quelque chose ou... En plus, je dirais organisé. Calme et organisé. Voilà, je dirais organisé et très motivé. Ça, c'est sûr. Enfin, moi, je tiens juste à souligner quand même que Margot, du coup, ça fait 2 ans que tu as ouvert, 2 ans et demi, et qu'elle est toute seule. Donc, déjà, je pense que la motivation, elle doit être énorme, mais il faut rester archi motivé tout le temps. Et s'il y a un coup de blues, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est les montagnes russes. Donc, s'il y a un coup de blues maintenant, il y aura un coup de bien après. Mais ouais, organisé et motivé et calme. Margot. Je suis complètement d'accord avec ça. Je dirais qu'être calme, c'est le b.a.-ba, même si on a l'impression parfois que ça nous tombe sur la tête et qu'on s'en sortira pas. Il y a toujours une solution qui finit par s'amener à nous et elle s'amène généralement quand on prend le temps de la digestion et de laisser le temps faire les choses pour nous, en fait. Et donc le sujet, c'était les conseils à amener. Et Conseil à donner ouais. à l'audience qui voudrait ouvrir un concept de Et le restauration. deuxième point très important qui va avec le fait de prendre son temps, je dirais que ce serait de beaucoup doser tout ce que ça va vous demander en termes d'implication physique, émotionnelle, psychologique, pour être sûr justement de garder cette motivation et de garder cette résilience dans la durée. Parce que c'est dur. C'est vraiment dur. Ok, c'est génial, mais c'est pas facile. Donc, il faut vraiment se laisser le temps et être équilibré dans sa vie. Voilà. Merci. Dans 2 ans, comment vous voyez votre projet actuel? Pardon, désolé, pas comme ça en tout cas. Comment on voit le L'évolution. restaurant? Ouais, l'évolution. Je pense qu'on a bien démarré et c'est drôle parce que dans l'appartement de Carolina et Hugo, la première chose qu'ils ont affichée sur les murs, c'est une échelle d'éthique à peu près, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire de tendre au maximum à chaque fois au fil des années et des jours
vers le plus précis. Là, on a ouvert beaucoup de parenthèses, beaucoup de marges, du coup. Mais maintenant, durant les 2 ans, on va essayer de tendre vers quelque chose de pas parfait, hein, mais au mieux possible, tout le temps, dans tout ce qu'on fait, dans les produits, dans la façon de se faire, la façon de vendre, dans l'administratif, dans les réseaux sociaux, enfin, dans tout. On va essayer de tendre au maximum vers le mieux, le Excellence parfait. comme affaire. Oui, tout simplement, c'est ça, c'est ce qu'on nous a enseigné ici, tout à fait. C'est ce qu'on nous a enseigné ici au maximum, donc forcément, ça se répète sur notre travail. Complètement. Enfin, oui, de se rapprocher le plus du but qu'on s'est fixé. Et moi, pour ma part, c'est qu'on devienne de plus en plus précis sur nos techniques en cuisine, vraiment. Parce que le vin, les farines de blé ancien, enfin, ça bouge et vraiment essayer de comprendre au mieux comment ça fonctionne, etc. Et devenir de plus en plus précis. Enfin, moi, c'est important pour moi. Pareil pour la glace, pour les desserts, vraiment essayer d'aller au mieux et de parfaire nos techniques sans trop aller dans tous les sens. Voilà et essayer de sourcer de mieux en mieux nos produits. Nous, on fait de la pizza, donc il y a des produits qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'aller les chercher en Italie pour l'instant, et vraiment essayer de sourcer le mieux possible, le plus proche. Comment? Et d'être autonome. D'accord, donc l'évolution pour vous. Et vous, Margot? L'évolution du projet. L'évolution du projet. 2 ans. Alors, l'idée de ce projet, c'était que ce soit mon pied à l'étrier et que j'y passe entre 3 et 5 ans maximum. Donc là, ça fait 4 ans que je suis dessus, 2 ans et demi que j'ai ouvert. Et donc, je voulais monter un projet en partant de rien et en créant ma première rentabilité, si je puis dire. Excusez-moi. Et donc, dans 2 ans, je pense que j'aurai vendu celui-ci et que je serai plutôt en train d'ouvrir une boulangerie qui est mon second projet personnel. Voilà. À Bordeaux? Je pense à Bordeaux, mais j'en suis pas certaine parce que en 2 ans, il peut se passer énormément d'éléments. Donc, on verra bien où je serai exactement. Très bien. Donc, merci à vous. C'est la fin de mes questions. On va laisser la parole à l'audience. Si vous avez des questions, vous levez la main. J'arrive avec mon micro. Profitez de cette chance d'avoir ces 3 intervenants devant vous. Et réveillez-vous un peu parce que vous faites que dormir, hein. Je fais que voir Ah oui. partout, là. Moi aussi, je faisais ça, mais là, il faut se réveiller un peu. Est-ce qu'on a, avant de passer, ouais, il y a des questions, je vois dans l'amphithéâtre. Est-ce que, avant de passer l'audience, le micro à l'audience, on a Jarvis Scott qui a réussi à se connecter ou pas? Non? Ok. Alors, question. J'arrive. La parole est à vous. Merci. Alors ma question est la suivante. Est-ce que donc vous avez eu des expériences, j'imagine, antérieures dans différentes maisons et qu'est-ce que ça vous a appris pour ouvrir vos concepts, si ça vous a appris quelque chose? Merci. Alors, qui répond? Alors moi, personnellement, si je parle que de moi, dans tous les restaurants où je suis allé, on voit une méthode de faire et de manager différente tout le temps. Et en fait, ça sert à ça, toutes les expériences qu'on fait. D'ailleurs, il faut faire le maximum d'expériences possible pour bien en fait cibler ce qu'on veut faire et après tendre sur notre façon de manager, notre façon d'accueillir les gens, notre façon de cuisiner. Donc oui, les expériences, c'est le b.a.-ba, hein, c'est l'ossature après de nous plus tard, quoi. Donc forcément, c'est très très important. Et voilà, c'était ça la question à peu près, hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on va piocher chez chaque chef, chez chaque manager, ou même différents producteurs de région en région, comment ils fonctionnent. Et on va dire, ah ça je veux ça, ah ça je veux pas. Lui, lui il fait n'importe quoi, donc c'est sûr que non. Lui, ah ça va, donc je retiens. Mais voilà, il
Il faut bien cibler, retenir au maximum, et tant que vous êtes jeune, mais tant que vous pouvez, oh, le vieux, putain, pardon. Non, mais tant que vous pouvez, du coup, avec les différents stages, et même quand vous n'êtes pas en stage, essayez d'apprendre au maximum. De toute façon, là, c'est une période d'apprentissage, hein, même le bachelor en lui-même, c'est la formation, mais aussi l'apprentissage de la nouvelle vie qui va vous attendre et que vous allez construire vous-même, quoi, de l'autre côté. Margot, tu veux rajouter quelque chose? C'est à peu près identique. C'est vrai que chaque expérience est faite pour nous faire prendre des décisions sur ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié, ce qu'on considère qui est bien fait, ce qu'on considère qu'on pourrait améliorer, et du coup pour ensuite essayer de faire la nôtre. Pour ma part, j'ai majoritairement été dans des petites cuisines où j'étais soit seule avec le chef, soit on était deux avec le chef. Ce que ça m'a beaucoup apporté, c'était de voir vraiment le quotidien de l'entrepreneuriat dans différents types de restaurants, que ce soit de la brasserie, du bistrot, du gastro. Il y a des points qui sont quand même assez similaires, quelle que soit la gestion de l'établissement. Et ça, c'est très intéressant. Et également les différentes phases d'un restaurant. J'ai été dans un restaurant qui avait ouvert 6 mois auparavant, tout comme dans un restaurant qui avait ouvert depuis plus de 10 ans. Et ben, on n'en est pas au même stade, on ne prend pas les mêmes décisions, on n'a pas la même clientèle et c'est pas les mêmes difficultés. Et ça, c'est intéressant à constater. Merci. Une autre question? Oui, mademoiselle. Bonjour. Donc pour se lancer dans l'entrepreneuriat, quand on est déjà en poste quelque part, est-ce que vous nous conseillez plutôt de quitter notre poste en ayant bien sûr des économies pour pouvoir se concentrer sur le projet, ou est-ce que vous pensez que c'est possible de concilier les deux? Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra quitter le travail pour monter le projet. Mais je dirais qu'il y a énormément qui peut être fait en même temps et que c'est intéressant de conserver un petit peu ses droits au chômage le plus longtemps possible parce que quand on se met sur le projet, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver qui vont rajouter des délais. Et c'est intéressant de conserver ses droits le plus tard possible. Et ensuite de savoir quand est-ce qu'il faut s'y consacrer à 100% parce que sinon la tête n'est pas présente et donc on ne peut pas avancer non plus. C'est très clair, je ne veux pas rajouter grand-chose, mais je pense, parce que moi, ce n'était pas le cas, mais moi, je pense que c'est bien de faire naître l'idée pendant que tu es en poste quelque part, de travailler ça de l'intérieur, et dès que de toute façon tu sens et que tu parles autour de toi et tu sens que là, c'est le bon moment pour partir et que tu as quelque chose qui est carré, bah, après, c'est parti. Hein. L'oiseau, il part du nid, donc non, je pense que, comme a dit Margot, c'est la bonne réponse. Voilà. J'en aurais même deux pour vous, deux d'un coup. Oh là, la pression. Oui, il y a un très bon son, merci. La première, c'est de savoir quand on ouvre une entreprise, quand on est un chiffre impair, comment ça se passe lors d'une prise de décision, puisque le personnage a une idée, le deuxième en a une autre, et le troisième, c'est pile ou face. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, en termes de salaire, ou plutôt de rémunération, quand on est entrepreneur, est-ce que vous êtes déjà versé un salaire, oui ou non? Et si c'est non, par rapport à votre tableau prévisionnel, où est-ce que vous en êtes psychologiquement? Merci. C'est rassurant en tout cas. La première question. La première question, c'est vous êtes oui, trois. oui, donc ça c'est pour nous, hein, je pense. Hein. De plus, on est trois et en plus ils sont ensemble, ils sont en couple. Donc moi je fais le bon rôle de la Suisse en fait. Hein. Je suis quand ça crie quelque part, je suis là-bas, hein, c'est sûr. Non, nous on a mis en place le 2 contre 1. Hein. Enfin, que ce soit d'ailleurs Carolina Hugo, les garçons, Carolina et moi, voilà, on fait au 2 contre 1, même si quand même, souvent, on veut la même chose et on pense la même chose, on n'est jamais contre, vraiment, mais c'est vrai que pour la prise de décision, quand il y a quelque chose vraiment, on sent que ça prend une semaine à prendre la décision, faut trancher. Il y a des moments où il faut trancher, donc un bon 2 contre 1, voilà, pas de pièces, malheureusement, non. Et pour l'histoire des salaires, donc moi, à titre d'information,
je suis associé avec Carolina et Hugo, mais ils sont donc les deux co-gérants de la société. Et moi, je suis en assimilé salarié parce que j'ai besoin d'avoir un salaire tous les mois au vu de mes charges mensuelles. Merci l'école. Pour mieux rebondir. Non, mais c'est pas du tout méchant ce que je dis. Hein. Mais bon. Non, mais moi j'avais besoin. Voilà, je me suis autofinancé, donc je m'autofinance encore. Donc forcément, quand tu es autonome, en ville de Bordeaux, tout ça, j'ai pas mal de charges tout seul. Donc moi, il était nécessaire que je sois assimilé salarié. À contrario de Carolina Hugo. Et pour Hugo et moi, nous, ça fait un moment qu'on est à notre compte. On était à notre compte avant la pizzeria. Et du coup, pendant 2 ans, pratiquement, on ne s'est pas versé de salaire ou très peu. Et donc là, depuis qu'on a eu la pizzeria, on en a eu un peu marre. Donc, on a décidé que on allait se verser un salaire parce qu'on travaille beaucoup et qu'on a envie de profiter un petit peu. Donc, pour l'instant, on peut. On va continuer tant qu'on peut. Sans être trop gourmand. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'en profiter sans que ça impacte trop nos bilans, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une première année intéressante, enfin toutes nos années, mais voilà, si on a envie de peut-être se faire financer d'autres choses pour le restaurant. Mais pour l'instant, voilà, on a envie de quand même se récompenser un petit peu du travail qu'on fait, et tant qu'on peut, on continuera. Alors, du coup, pour la question de la prise de décision à 3, bah, moi, c'est facile, je suis toute seule. Donc, je fais ce que je veux. Et après, pour la notion de salaire, ça réveille, c'est vrai. C'est mieux. Je crois que c'est mieux. Pour la notion de salaire, bah, du coup, c'est clairement une charge variable pour moi. J'ai dû me payer dès le début, puisque du coup, j'ai ouvert avec beaucoup de retard, donc j'avais plus du tout de droit au chômage, et il faut quand même se loger et manger. Donc, je me suis toujours rémunérée, mais il y a différentes façons de se rémunérer. Il n'y a pas que le salaire, il y a le salaire ou le remboursement de compte courant d'associé. Donc, en fait, j'oscille un petit peu entre les deux en fonction de mon bilan, en fonction des mois plus ou moins bons. Et après, quand on gère une société, on peut également, on a besoin de s'habiller pour gérer la boîte, on a besoin de se nourrir. Donc, il y a également beaucoup d'éléments qui peuvent nous permettre de vivre sans pour autant que ce soit un salaire. Voilà. Merci. Une autre question? Oui. Lorsque vous avez ouvert votre établissement, comment vous êtes créé une clientèle et quelles démarches publicitaires vous avez pu mettre en place dans vos différents établissements? Alors c'est vrai que notre clientèle, de notre côté, en fait, l'ancienne pizzeria qui était, ça faisait 1 an qu'ils étaient fermés. Donc en fait, les gens ne pensaient plus depuis un moment qu'il y avait un restaurant, et même ils passent devant, ils se disent c'est quoi ça? On sait pas. Je pense que la force qu'on a eue, donc on est 3, qui veut dire 3 familles, qui veut dire 3 groupes d'amis aussi différents. Au début, franchement, les premières semaines, on a énormément de nos amis, familles, connaissances qui sont venus. Ça, c'est nos premiers clients. Il fallait pas les négliger parce qu'ils en parlent du coup à tout le monde. Et en fait, au fur et à mesure donc, des jours, des semaines et des mois, les réseaux nous ont aidés. Le passage, parce que nous, vu qu'on est cours d'Albret en face de la Galerie des Beaux-Arts, il y a pas mal de passages aussi. Il y a un beau visuel, donc les gens regardent, quoi. Et c'est en fait au fur et à mesure qu'on s'est fait la clientèle. On n'a pas payé un magazine ou payé quelque chose pour se faire la clientèle, c'est un choix. Mais les premiers clients, de toute façon, les premiers clients, c'est les proches. Et le bouche à oreille, c'est ce qui fait la clientèle aussi. Et j'ai pris quand même pas mal de fois mon vélo pour aller démarcher, pour aller voir les copains restaurateurs, pour leur parler, pour voilà, se faire connaître, quoi, en fait. Donc, prendre le vélo dans Bordeaux et aller toc-toc, aller parler aux gens, quoi, tout simplement, et se faire connaître. Je dis de bêtises, hein, mais
porter les t-shirts. On a fait des t-shirts en fait et pas mal de gens en ont acheté. Il y en a d'autres qui arrivent en manches longues et qui sont super là d'ailleurs. Pas mal de gens en ont acheté et c'est vrai, mais il y a pas mal de clients qui nous disent j'ai vu, j'étais à l'escalade cet après-midi, j'ai vu votre t-shirt, je suis venu ce soir. Alors c'est bête, hein, c'est une personne, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus tout le temps, bah, ça fait un peu de monde, quoi, mine de rien. Donc c'est des moyens qui sont peut-être pas trop communs, mais voilà, ça c'est nous de notre côté, on a dû faire comme ça et après voilà, comme je dis, le fooding, tout ça, ça commence aussi à faire une petite clientèle. Et au fur et à mesure, on fait parler de nous, quoi. Donc, puis même là, voilà, on fait parler de nous. Donc, c'est que au fur et à mesure, ça va se faire comme ça. Eh ben, pareil de mon côté, je fonctionne uniquement en bouche à oreille. J'ai ouvert un jour les portes et puis voilà, c'était parti. Et je me suis juste dit qu'il fallait jamais louper un client qui rentre dans l'établissement et que c'était en fait la meilleure façon d'en avoir d'autres, le bouche à oreille. Par contre, ça demande bien plus de patience, évidemment. Mais tout ce qui est communication, bah, comme j'ai dit précédemment, je suis absolument nulle là-dedans. Donc j'ai dit tant pis, bouche à oreille, patience, résilience, et puis voilà, ça fonctionne. Merci. Une autre question? Oui. Moi, je voulais savoir si vous pourriez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale à l'étranger. Si on pourrait dans le sens, est-ce que c'est réalisable ou si on peut dans le sens, est-ce qu'on le souhaite? Je sais pas trop. Pour ma part, pas forcément pour l'instant, parce que, comme on dit en italien, piano piano. Pardon. Non, bien commencer ici avec nos repères et potentiellement voir plus loin plus tard. Mais c'est pas notre priorité en tout cas. Si on parle personnellement, c'est pas notre priorité. Euh, moi, moi, oui. Franchement, oui. Après, je pense que si c'est quelque chose que tu veux faire, renseigne-toi bien sur le pays ou la ville dans lequel tu veux faire ça. Et voilà, mais moi, ouais, j'aimerais bien, ouais, dans quelques années. Merci. Une autre Peut-être. question? Oui. Tout d'abord, je voulais vous dire bravo pour vos projets. C'est vrai que c'est inspirant et on vous félicite tous, je pense, dans l'amphithéâtre. Ma question, c'était vraiment une question personnelle. Je voulais savoir comment vous avez fait pour garder la foi dans la création de ce projet et ce qui vous a aidé un peu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments forts, mais il y a aussi des moments faibles et on n'en parle pas trop. Ce qui nous a aidés, moi en tout cas pour ma part, c'est de me dire que même si on trouvait pas ce qu'on voulait, notre local, nous c'est ce qui a été le plus dur pour nous, c'est de pas trouver le local et du coup de devoir continuer l'activité qu'on avait qui nous plaisait, mais qui nous faisait pas du tout vibrer comme ce qu'on vit au restaurant. Et c'était de se dire qu'on a quand même de la chance, on continuait à cuisiner et que nous, c'était le plus important pour nous. Et que ça nous laissait aussi un peu plus de temps pour réfléchir. Mais c'est d'avoir confiance en son projet et de pas lâcher parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment être long. Et il faut pas se précipiter. C'est trop dangereux. Non, mais pour garder la foi, c'est ça, c'est tout ce qu'il vient de dire. Je rajouterais, vu qu'on était plusieurs dans ce projet, l'amitié aussi, qui était forte et qui nous a bien aidés. Et que se dire que, j'ai plus le dicton, mais tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc voilà, ça, c'est de garder la foi. Nous, ça a été vraiment une grande aide d'être plusieurs, quoi.
Et la famille, hein, l'entourage, de toute façon, dans tout ce qu'on fait hein, dans la vie, je pense, que ce soit un restaurant ou autre, ou un sport, ou tout ce qui passe, l'entourage, c'est très, très important hein, pour garder la foi. Alors, être bien entouré, oui, c'est sûr que c'est très important. Mais on n'a pas toujours l'occasion d'être entouré de la façon dont on aurait besoin de l'être dans les moments de difficulté. Et donc, je dirais qu'à un moment donné, quand on se lance dans le projet, en fait, on prend une décision. On ne sait pas où est-ce qu'elle nous amènera, mais on a décidé d'aller là-bas. Et donc, à ce moment-là, il faut se connaître et il faut se dire, OK, j'y vais. Et quel que soit ce qu'on mettra sur mon chemin, j'irai au bout de ça. Donc, c'est pas forcément évident, mais au final, quand on a une difficulté, de toute façon, elle est là. Si on fait rien, il va rien se passer. Donc, on a juste le choix d'avancer et de faire du mieux qu'on peut pour que ça devienne finalement une expérience et pourquoi pas quelque chose de mieux. Parce que parfois, les difficultés finissent par être des avantages. Donc, comment on fait pour traverser ça? Ben, à un moment donné, on n'a juste pas le choix. Donc, on y va. Et puis, voilà, ça s'appelle la vie. Voilà. Merci. Une dernière question peut-être? Ah, 2. Allez. J'ai une question. Avec du recul, qu'est-ce que ça vous a permis de faire Ferrandi pour votre projet de pizzeria et aussi de Levain? Ça a permis d'être beaucoup plus structuré et beaucoup plus habitué à se présenter pour obtenir ce que l'on a décidé d'obtenir des parties qui seront en face de nous, afin de mener à bien le projet. Exactement ce qu'il vient de dire. En plus, on rajoutera donc l'excellence, qu'on fasse du gastro ou du bistrot ou de la pizzeria, ou de la pâte à pizza ou de la pâte à pain, l'excellence quoi du produit. Donc toujours tirer vers cette excellence au maximum, se présenter évidemment et ce que ça apporte aussi, c'est ça apporte un carnet d'adresses aussi également, très très important qu'on a la chance d'avoir donc avec l'école et la formation aussi. La formation, on a pu aller dans des très beaux lieux de stage, on les remercie. Et donc non, c'est vraiment un carnet d'adresses, la formation qui est très complète avec ce qu'on voulait faire plus tard. Donc je dirais ça, ouais, ça apporte beaucoup de choses quand même. Et ça nous, comment dire, ça nous crée quoi. Enfin, c'est pour certains c'est le post-bac ou pas. Donc du coup c'est les premières études. Donc ça crée une bonne personne, comme il disait tout à l'heure, Monsieur Dolgeron, la tenue, le foulard, ben, ça commence par là quoi. Malheureusement, je le sais, hein, moi je le sais, hein, je sais très bien, rasage tout ça, mais ça commence par là pour pouvoir être bon entre guillemets plus tard. Je souhaiterais ajouter qu'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai décidé de monter le projet, ça a été de rouvrir absolument tous mes cours. Où je me suis dit que là, tout ce qui allait être gestion, entrepreneuriat, le numéro de téléphone des profs, c'était cool. C'est vrai. Moi, ça m'a apporté 2 super associés. Voilà. Et effectivement, je suis hyper d'accord avec Margot. Savoir présenter un projet, peu importe lequel c'était, je suis passée tellement de fois à l'oral sur n'importe quel projet que j'y crois ou que j'y crois pas, je devais faire semblant en tout cas. Donc non, mais oui, se défendre quoi, défendre son projet, se défendre en cuisine aussi face à certains énergumènes. Enfin voilà, pas mal de personnalités, ouais, je dirais. Voilà. Moi, j'ai une question là. Moi, j'ai une question pour Margot. Sachant que du coup, tu es toute seule, comment tu as fait. Non, pour Margot, oui. Comment tu as fait pour convaincre bah, déjà les banques et tout, enfin ça a dû être un peu compliqué sachant que tu étais toute seule, et pour te créer un réseau surtout, enfin je pense que tu as dû être aidée aussi un petit peu, enfin je sais pas.
pour créer un réseau au niveau des banques? Non, un réseau même au niveau des professionnels, en fait. C'est pas compréhensible. J'ai pas tout à fait compris la question. Un réseau au niveau des professionnels, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je pense que ton projet, tu l'as pas créé de A à Z, ça a dû. C'est ça ma question. Avec qui tu t'es fait aider, en fait? Ah, d'accord. Alors, c'est mieux. Déjà, j'ai été aidée par Christophe du Levain Levain à Paris, qui avait monté son Levain Levain, donc qui m'a permis d'avoir une connaissance des machines qui allaient me servir pour que ce soit de la bonne qualité. Donc, c'est lui qui m'a aidée avec ça. Ensuite, j'ai eu un accompagnement par la Chambre des métiers et de l'artisanat sur tout ce qui était comptabilité. Mais pour être très honnête, en fait, j'avais déjà fait tous mes plans comptables avec le Dofidef, si je me souviens bien de son nom. Le Dofidef, hein, c'est ça. Avec le Dofidef pour tout faire. Et donc, j'ai été accompagnée comme ça, mais fondamentalement, en fait, j'avais déjà tout monté, tout écrit, parce que oui, j'ai appelé quelques personnes à droite à gauche, mais oui, au final, on reste toujours un peu seul dans le projet, donc on prend les décisions. Et puis, ouais, j'aime bien être tranquille. Une dernière question avant qu'on laisse nos intervenants, qu'on les remercie. Non? Ah, une. Est-ce que vous auriez eu le même discours en sortant de l'école par rapport à ce que vous avez appris à l'école, à ce que vous avez fait? Le même discours que maintenant? Est-ce que tu aurais dit la même chose de l'école, de ta formation, avant que tu en sortie? Il faut que je réfléchisse avant de répondre à ça. Pas de- Non, je pense que je pensais la même chose avant. Peut-être que mon discours aurait pas été le même parce qu'en fait, comment dire, là, j'ai vu les retombées que ça a eu sur moi. Avant, en sortant de la 3e année, peut-être que je les voyais pas directement. Et je me disais, après l'école, bon, et ben c'est parti, hein, faut se lancer quelque part. On va travailler tout ça, mais là, oui, forcément, on les voit plus maintenant, les retombées, et on sait que c'est un énorme plus, quoi, que du positif, ce que ça nous a apporté. Ça, c'est clair et net. Alors, c'est sûr que j'avais pas le même discours en sortant de l'école qu'aujourd'hui. Parce que tout simplement, moi, j'ai fait l'école en post-bac, donc j'étais surtout contente de sortir du système scolaire et de rentrer dans la vie professionnelle. Donc, c'était rien à voir avec l'école en tant que telle, juste contente de passer à une autre étape de ma vie. Donc, j'avais un peu envie de mettre ça de côté dans ma tête et d'avancer sur d'autres projets. Et en fait, plus j'avançais dans ma vie professionnelle, plus je prenais conscience de tout cet apprentissage qui me permettait finalement d'obtenir des jobs à des postes plus élevés que je n'aurais eu si je n'avais pas eu cette formation en amont. Et c'est sur les années que j'ai vraiment, pareil, pris conscience de tout ce que ça a apporté. Parce qu'on grandit, on mûrit, on prend en sagesse. Une dernière question. Ah, deux autres questions. Oui, alors c'est pas une question en fait, c'est une affirmation, mais je vais d'abord me présenter rapidement. Gaëlle Benoît-Stepiloire, je suis chef et propriétaire de l'officier de bouche à Margaux. Je suis alumni promo 15, major de cette promotion, donc avant les années 2000 en fait. Ça fait 25 ans donc que j'exerce mon métier dans le Médoc à Margaux. Et mon affirmation, qui n'est pas donc une question, c'est félicitations. Je voudrais vraiment vous féliciter parce que vous avez, on ressent vraiment l'envie d'entreprendre que vous avez eue et que vous avez toujours. Et je pense que c'est aussi ce qui caractérise l'esprit ferrandien. Voilà. Donc bravo. Et puis également bravo pour votre persévérance, parce qu'il en faut. Voilà, c'est très bien. Merci à vous. Question? Allez. Alors, merci. La dernière question, attendez, je vais juste une question. Oui, désolé. Et après, on pourra remercier tout le monde. Oui, c'est simple. Qui est le plus testadora d'entre vous? Déjà, il faut dire ce que ça veut dire. Alors, testadora,
c'est une expression un peu, alors, Nissart, c'est vient voilà, du sud-est, un peu italien aussi quand même, du coup, qui veut dire un peu tête dure, quoi, têtu. Franchement, on l'est, alors si je parle de Carolina et de moi-même, on l'est tous les deux, énormément, trop peut-être. Mais et Hugo l'est d'autant plus en fait, donc on est tous à notre échelle Testadora. Peut-être que tu veux dire quelque chose d'autre? Bah là, on va dire que c'est lui. C'est Hugo. En vrai, je fais le gentil, mais c'est Hugo qui est le plus Testadora. De toute façon, quand il a une idée en tête, c'est mort d'avance. Donc voilà pour la réponse. Merci, merci à tout le monde. Merci. Merci encore une fois à la direction de Ferrandi, campus de Bordeaux, à l'équipe technique et à nos 3 intervenants qui sont là parmi nous ce soir. Vous pouvez échanger autour d'un rafraîchissement après. Merci. Thierry, tu veux dire un petit mot avant? Non? Merci, à bientôt. Et venez à la pizzeria, par contre, venez vraiment à la pizzeria. Oui, c'est beau de parler, mais venez à la Testadora un peu là. On a envie de tester, c'est clair. Merci Donc, à vous. n'hésitez pas à revenir sur la plateforme Ferrandi alumni.fr. Il y a plein d'infos et tous les replays. À bientôt.